Et la veille de Rosh Hashanah, on sait que le renouvellement, nous devons être toujours plein d'attention par rapport au renouvellement qu'Akadosh Baruch Hu nous propose. Et ce renouvellement, on va essayer de le faire ensemble. Alors ce soir, on m'a proposé de parler de deux choses. La première, bien évidemment, c'est le service carcéral, c'est les prisons, puisque je suis rabbin des prisons. Et donc actuellement, et donc je pourrais vous parler un petit peu de mon expérience. Si vous avez des questions, elles seront bien évidemment les bienvenues. Et puis la seconde partie, ça sera par rapport aux fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Alors a priori, on peut imaginer que ce sont deux sujets totalement différents, et on aura du mal à imaginer de relier ces deux sujets. Et dans quelques instants, vous verrez que les deux sujets sont en fait liés. Et donc c'est par un concours de circonstances qu'on est arrivé à devoir parler de ces deux sujets ce soir, ensemble, et pour quelques moments. Le premier de ces sujets, donc, c'est les prisons en Israël. Les prisons en Israël, en hébreu, ça s'appelle Shirut Batei HaSohar. En traduction, ça sera le service des prisons. A pour mission, comme on peut l'imaginer, deux grandes fonctions. La première fonction qui est de garder les gens. On peut imaginer que des avarianim, c'est-à-dire des délinquants, merci, à partir d'une décision de justice, se retrouvent en prison. Et donc, pour la société, il est préférable que la société les garde de côté plutôt que de les laisser se promener dans la nature. Et donc ça, c'est la première dimension d'une prison, une fonction des prisons, c'est de savoir garder. Et donc, à chaque fois qu'il y a une évasion, vous allez comprendre très rapidement, il y a deux grandes hantises pour les prisons. C'est une évasion ou un lo aleinu, un suicide. Parce que, quelque part, vous avez failli dans votre mission de garder les personnes vivantes, bien évidemment. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le shakem, en hébreu, shikum, réinsertion sociale. Et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que c'est une dimension fondamentale. Si peut-être cette dimension première était valable au XIXe siècle, au siècle d'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que l'on enferme une personne, on lui donne de quoi manger, c'est sûr, on lui donne les soins, mais on ne s'intéresse pas à elle en tant qu'être humain, on n'essaye pas de lui redonner les ustensiles, les kelim, pour revenir dans la société civile. Et donc, à partir de là, c'est une nouvelle loi qui est passée cette année en Israël. Là, je vous parle par rapport à Israël. Et cette nouvelle loi qui s'appelle Tikkun 42, donc, K42, redonne une dimension au niveau social comme étant une priorité. Si vous vouliez imaginer de ces deux fonctions, à partir de cette loi, la fonction de réinsertion est plus importante que la fonction de garder. Mais bien évidemment, une prison qui ne garderait pas ses prisonniers, on perdrait ses clients, ça ne serait pas bien vu. Et donc on imagine qu'il faut garder ses prisonniers et il faut les réinsérer. Et donc, quand on parle de ce deuxième sujet, la réinsertion sociale, c'est le sujet qui va nous intéresser ce soir, il faut comprendre d'abord qui participe à cet effort de réinsertion. Alors il y a tout un groupe d'Anshe Tipoul, ça s'appelle les Osim, Oved Socialim, les assistants sociaux, les Anshe Chinou, les gens qui sont là pour donner des cours. Vous allez comprendre qu'il y a une école, les gens peuvent apprendre jusqu'au bac. Et sachez, je ne sais pas si c'est une chose qu'il faut dire, mais les bitronymes, vous savez ce que c'est les bitronymes? Ce sont les terroristes. J'appelle moi ces terroristes, mais c'est les prisonniers politiques, en fait, suivent des études à l'université. Alors, vous comprenez, il y a un paradoxe incroyable, parce que sous le fait, je répète, il y a dans la population carcérale, comme on va voir ce soir, il y a deux types de population. Il y a les droits communs, ça en hébreu, lilim, et vous avez de côté, de la deuxième partie, les bitronymes. Les bitronymes, ce sont les Palestiniens, les terroristes, appelez ça comme vous voulez. Et on est arrivé à un paradoxe incroyable, qui est que cette population-là poursuit des études à l'université, et la plupart du temps, quand on parle de ces terroristes qui deviennent ingénieurs, ils ont suivi une formation dans les universités israéliennes, et si vous réfléchissez pourquoi ils ont suivi, et dans quoi ils étudiaient il y a 10 ans, 15 ans, vous savez, dans quoi ils faisaient l'université de physique et de chimie, pour pouvoir fabriquer des bombes. Et donc, on ne finançait pas, mais on leur donnait la possibilité de se former, de recevoir des Torah Rishon, Sheni, de doctorat,
dans ces domaines-là qui étaient utilisés après coup contre Israël. C'est un paradoxe, si vous comprenez un peu ce qui se passe. C'était un paradoxe, tout ça au prix de la réinsertion sociale. Mais revenons, je ne vais pas vous parler des pétrodymes, parce que ce n'est pas mon sujet, mais je vais vous parler plutôt des droits communs. Et dans la population des droits communs, on comprend qu'il y a un ensemble de catégories de population qui sont là pour les aider. Alors j'ai commencé par les assistants sociaux. Ils ont un rôle fondamental parce qu'ils accueillent les prisonniers, mais aussi ils suivent les prisonniers tout le long de leur contact. Le contact avec la famille, le contact avec l'autorité. Ils ont ce contact, et puis social, c'est-à-dire la possibilité de voir si la personne n'est pas en bon état, d'intervenir. Il y a un deuxième type de population, ce sont les éducateurs, le chinou, les éducateurs, qui eux informent, donnent la possibilité de suivre des études. Là, d'après la loi en question, il est question que ces personnes, que les prisonniers, puissent arriver jusqu'au niveau du bac. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes arrêté avant le niveau du bac, vous rentrez en prison, d'après la loi en question, vous devez sortir avec le niveau plus 8, c'est-à-dire niveau bac. Non, il y a une volonté politique derrière ça. C'est de dire, je vous donne la possibilité, après votre passage en prison, vous payez votre dette, mais vous aurez la possibilité de vous réinsérer dans la société. Il y a une démarche, il y a une volonté qui est louable quelque part. D'accord, il faut comprendre ça comme ça. Il ne faut pas dire ce sont les méchants et donc on ne leur rien leur donner. Ce sont des êtres humains et je vous parlerai de ça plus tard. La difficulté, c'est que de se retrouver devant des gens qui sont connus pour avoir tué père et mère ou enfants. D'accord, il y a combien de cas où on sait précisément ce qu'ils ont fait. Et pourtant, ils auront des soucis comme si rien dans leur vie n'avait été changé par ce meurtre. Alors que pour nous, c'est évident qu'il y a eu un changement total dans la société par rapport à cet individu. Mais cela dit, ces gens-là, quelque part, peut-être ils oublient, je ne sais pas s'ils arrivent à oublier, mais ils vivent sans cette tâche, sans cette difficulté, ce crime qu'ils ont pu commettre. Je vous ai parlé donc des assistants sociaux, je vous ai parlé des éducateurs. Il y a le troisième corps qui intervient dans cette dimension, ce sont les médecins. Eh bien, un prisonnier reçoit tous les services aux droits sociaux, services médicaux. Médecins généralistes, mais les dentistes, bien évidemment les narcologues, bien évidemment tous les types de spécialités qu'une personne peut rencontrer. Il aura la possibilité d'être soigné dans son domaine, par rapport à sa maladie. On enchaîne. Le quatrième, je fais exprès de vous donner cette tâche, c'est la ta'asuka. Il faut savoir qu'un prisonnier, une des difficultés du prisonnier, c'est de ne pas arriver à s'intégrer dans le monde du travail. C'est simple, il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de travailler et d'apprendre le sédérium, c'est-à-dire la possibilité de savoir qu'il faut se lever à telle heure, travailler à telle heure, d'avoir des obligations pour l'homme. Pour nous-mêmes, c'est fondamental. Il y a des populations qui sont passées à travers ce schéma et donc qui n'ont pas appris. Et donc, dans le cadre de la prison, on leur donne la possibilité, on les oblige, la vérité, c'est à travailler. Et pour cela, vous allez voir, il y a des entreprises. Si ça vous intéresse, vous avez Mercavim, vous savez ce que c'est Mercavim? Ce sont les autobus. Il y a 100 autobus qui sont fabriqués en Israël par an. C'est la fabrication d'autobus en Israël, Mercavim. Et où ils sont fabriqués? En prison. Et ben, vous voyez des tôles énormes, vous voyez des formes d'autobus et tout. Ils sont fabriqués en prison. Ils sont assemblés après en dehors des prisons, parce qu'on ne va pas leur donner. Ils sont fabriqués pièce par pièce dans le cadre des prisons et après les usines rassemblent ces pièces. Il y a d'autres types de ta'asuka, c'est-à-dire d'occupation, dans le travail j'entends, aussi du bois, la menuiserie, et il y a énormément de choses qui sont réalisées, des meubles que vous achetez en ville, en fait des meubles de jardin, mais aussi les sifriotes, les bibliothèques, et ainsi de suite, qui sont fabriqués en prison. Sahakol, qu'est-ce que l'on est en train de dire? On veut redonner à l'individu l'habitude de travailler et la joie, si je peux dire comme ça, la joie de dire je me lève le matin, j'ai une obligation, on attend de moi que je fasse ça, je reçois un salaire, c'est aussi une joie,
et je suis fatigué après, c'est aussi la joie de la vie, Sahakol, de savoir s'organiser par rapport au monde du travail. Quatrième dimension que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent, eh bien, c'est les relations avec la Rabbanim, donc mon travail. De quoi s'agit-il? Alors, dans les prisons, mais comme dans toutes les prisons dans le monde entier, il y a toujours un service d'aumônier. Alors, il est plus ou moins développé, mais en Israël, je vais vous parler, je vais vous dire de quoi il s'agit. Eh bien, tout d'abord, bon, comme on peut imaginer, il y a des mariages. J'ai fait des mariages de prisonniers. Alors, si vous vous demandez comment ils rencontrent leur belle geôlière, en fait, ils ont des connaissances par l'extérieur. Et donc, ils se marient à l'intérieur de la prison, d'accord, et ils continuent leur vie comme ça jusqu'à la libération. Donc, je marie. J'ai fait des britotes, c'est-à-dire des brit mila, vous savez, d'adultes. Alors, c'est dans les populations, par exemple, de prisonniers russes. Oui, qui arrivent en Israël, et en Russie, la Brit Mila n'était pas pratiquée. Et donc, ils arrivent en Israël, ils prennent conscience, on vérifie leur judaïcité, la rabbanout, vérifie leur judaïcité, et on fait la Brit Mila. Alors, si ça vous intéresse de savoir, parce que j'ai déjà été pas Moël, je ne suis pas Moël, mais j'ai Sandak. Vous savez ce que c'est le Sandak? Le parrain. Comment on peut être parrain d'une personne de 30-40 ans? Non. On lui tient la main. Pardon? On lui tient la main. Presque. On lui tient la tête. Le fait de soulever la tête, c'est comme si on soulevait l'individu. Voilà. Bon, on continue. Donc, imaginez les enterrements aussi. D'accord. Alors, à partir de là, ça, c'est une partie, une partie du travail, un peu comme un travail de communauté. À Bemagville, on doit comprendre qu'il y a aussi le fait que nous avons des midrashot. Qu'est-ce que c'est des midrashot? Le midrashot, c'est la possibilité pour les prisonniers de faire la tefila tous les matins, d'étudier de 8h à midi. Vous avez des professeurs, des morim, qui rentrent et qui leur enseignent. Il y a tout un programme. Ils doivent apprendre, ils ont des examens sur la Torah, sur la Halacha, sur la Gemara, et ils étudient ainsi de suite. Et a priori, on verra ça tout à l'heure, le passage dans ces midrashot, ça s'appelle comme ça, est facteur de la diminution du récidivisme. On parlera de ça tout à l'heure, et vous allez voir que ça a une incidence. Je parle de la rabbanout, je continue. Il y a des agapim. Les agapim, ce sont comment on dit en français, des départements, des départements carcérales, une section, qui sont entièrement que de personnes religieuses. Alors, ils n'ont pas de télévision, ils ne mangent que kasher tout tel fort badatz, ils ont un rythme de vie où on dit matin, midi, soir, comme une sorte de yeshiva. Vous êtes dans une yeshiva, de l'extérieur ou de l'intérieur, je dirais, vous êtes comme dans une yeshiva, à part que vous ne sortez pas de cet endroit-là, vous devez rester tout le temps. Pour continuer dans le cadre de la rabbanout, on a encore d'autres aspects, c'est le côté, vous savez, contact spirituel, si on peut s'exprimer, vous savez, par rapport à des gens qui sont en situation de fragilité, c'est-à-dire des gens qui veulent se suicider. Et je peux vous donner un exemple qui vous restera caniré. C'était jusqu'à la veille de Yom Kippour, un peu comme maintenant. C'est une personne qui est connue, donc je ne peux pas donner de nom, mais c'est une personne qui a été connue dans l'histoire, quoi. Dans un fait journalistique. Il avait tué, je crois, quelqu'un de normatif total, totalement ingénieur, il était officier dans l'armée, et je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a tué, aussi par jalousie par rapport à sa femme, ça marche comme ça, il a tué ses 2 ou 3 enfants. Et il a tué 2 ou 3. Vous entendez bien? Vous voulez que je parle avec le micro? Vous voulez que je parle avec ça? Ça va aider? Vous entendiez mieux quand je parle comme ça? C'est vrai? Allez, pas de problème. Vous voulez que je recommence depuis le début? Je plaisantais. Et donc, je vous donne cet exemple, sans donner de nom, mais vous allez, ok? Cette personne donc est officier à l'armée, donc on peut imaginer intégré. Cette personne est ingénieure, elle habitait Ranana, elle est tuée par jalousie, donc ses 2 ou 3 enfants.
Et tout simplement, hein, il n'y a pas eu deux. C'était la même période où il y a eu plusieurs familles. Vous savez quoi, il y a un effet oui, boule de neige, si vous l'appelez ça comme ça, de contamination. Les gens ont le même, la pratique, le même type d'Avera par le fait d'avoir entendu et de savoir comment. Et cette personne-là, je lui parle, on est avant Yom Kippour, Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, et il est relativement cohérent dans ses paroles. Et il me dit, je n'ai plus de manière de me réparer. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et je n'ai pas moyen de revenir en arrière. Vous parlez toujours, vous les rabbins de Tchouva, et vous dites qu'il y a toujours moyen de revenir. Et qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant? Je n'ai rien à faire. Vous êtes d'accord? Alors je lui dis non. Alors le pire, il me dit, la seule solution que j'ai, c'est de revenir dans le cadre d'un Gilgul Abba. Vous savez ce que c'est un Gilgul Abba? C'est une réincarnation. Alors je lui dis, voilà, ça, la réincarnation, on ne gère rien du tout de la réincarnation. On en parle, mais je n'ai jamais entendu une personne s'enseigner, un rabbin, commencer à dire, je travaille pour ma réincarnation. Ça ne marche pas comme ça. Travaille pour ton compte, essaye de faire ce que tu peux dans ta vie maintenant, et puis espère de construire ton Olam Haba. Ça, je comprends. Ce sont des mots que je peux comprendre. Et lui, il est resté bloqué sur cette histoire. Je travaille, j'ai plus rien à faire dans ce monde-ci. Je suis brûlé dans le monde à venir, donc ma réincarnation prochaine, je ferai mieux. Et le pauvre, eh bien, ça, il s'est suicidé le jour de Yom Kippour. Il a sauté. C'est des choses incroyables, parce qu'a priori, on purifie tout, on a les ceintures, on a tout, on a tout ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas de drap, il n'y a rien. Et il a, bon, je ne vais pas donner d'idée, mais il a sauté au-delà d'une barrière, de 2 mètres, 3 mètres, il s'est écrasé, et puis bon, l'affaire était réglée. Puis alors donc après Yom Kippour, après la tefila, j'ai dû aller là-bas un peu arranger ce qui était possible d'arranger. Et voilà. Donc le suicide, malheureusement, dans le cadre des prisons, est une dimension qui existe en permanence. Les gens ont ça à l'esprit. Ils savent, ils se disent, si je n'ai pas cette solution, mon avocat ne s'en sort pas, le juge n'est pas en ma faveur. Pour eux, tout est extrême. Ce n'est pas qu'il y a une possibilité de dire « je vais continuer la vie, je vais venir, je vais participer à la loge Robert Rimson ». Non, il n'y a pas de ça du tout. Pour eux, la vie est très, très ou blanc ou noir. Et ils n'ont pas la possibilité d'imaginer autre chose à ce moment-là de crise. Voilà. Donc, on revient. Donc, il y a ce contact humain, dans ce contact aussi, très de spécialistes presque à un moment donné. On n'est pas les seuls. Il y a les médecins, il y a les psychiatres aussi qui parlent. Où c'est fondamental de parler à cette personne. Peut-être que le fait de parler, ou mieux encore, de l'écouter, ça apporte énormément à la personne. Maintenant, de trouver le bon mot, vous savez, c'est l'Inachamaïm, de savoir si vous allez trouver le bon mot qui va redonner courage à cette personne ou pas. Vous êtes d'accord? Et donc, continuons dans notre chemin par rapport au Anshe Kippour et par rapport au fait de, je vous ai expliqué ce que l'on fait dans le cadre de la prison. Et dans le cadre de la prison, il y a une deuxième dimension. Je ne vous ai pas donné de chiffres, mais si vous voulez, c'est avec plaisir. Combien y a-t-il de prisonniers en Israël actuellement? Pardon? 20 000. Combien de prisonniers politiques? 100 000. Non, 10 000. Et combien de prisonniers droit commun? 10 000. Donc, vous voyez, si on résout le problème politique, on n'en enlèvera 10 000, on en laissera 10 000, c'est pour droit commun. Dans ces 10 000 de droit commun, combien y a-t-il de juifs et combien y a-t-il de minorités? Les minorités, ça veut dire quoi? C'est surtout des arabes ici, hein, vous êtes d'accord? C'est 50-50, 50%. C'est-à-dire il y a 5 000 juifs et peut-être 5 000 arabes. D'accord? À peu près, parce qu'avec tout ça, il y a des nuances que je ne vous ai pas données, il y a des pays, bon. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a 35 prisons, et quand je vous ai parlé des midrashot, pour avoir un ordre d'idée, 1000 personnes viennent chaque jour étudier dans les midrashot. Donc c'est pas rien, c'est quand même un effet. Et à partir de là, il y a 4 autres agapim qui visent au rythme de la Torah en permanence. Donc la présence de la rabbanout dans le cadre des prisons, et vous savez, on doit lui être reconnaissant. Je parle du grand rabbin Hazan, vous avez connu, qui était à Strasbourg, mais qui a été ici, qui a été le premier grand rabbin des prisons en Israël, et qui a lancé l'idée. Il n'a pas tout fait, forcément, mais il a lancé l'idée du commencement de la réinsertion par l'étude de la Torah. Mon épouse est encore membre de notre loge. C'est vrai? Depuis toujours. Oui, bien sûr. Ok. Et donc, bon, ça a été l'occasion de dire un petit mot.
Et donc, on continue. Et donc, ça, c'est le côté tipoul. De l'autre côté, il y a le tipoul et shikoum. Shikoum qui s'appelle la notion de le shakem. Le shakem, c'est la réhabilitation. Réhabilitation. Et donc, comme je vous ai expliqué, c'est fondamental. Alors, tous les corps de métier que j'ai évoqués jusqu'à présent, ils ont leur travail, leur fonction. Je vous donnerai l'exemple de la prison de la Sharon, où je suis. Il y a une mahlaka tipoulite, c'est-à-dire une section, un département tipoulite thérapeutique. Merci. Et donc là-bas, ils vivent d'après un rythme très serré, mais de réhabilitation. C'est-à-dire, c'était des gens qui reviennent de loin, c'est-à-dire ils étaient dans... Qu'est-ce que ça veut dire revenir de loin? Ils étaient sous l'effet ou de l'alcool ou sous l'effet de la drogue. C'est souvent comme ça que ça marche. Et il faut comprendre, l'alcool ou la drogue, c'est pas la vera, c'est pas l'infraction en elle-même. C'est à partir de là, vous avez besoin de vous acheter de la drogue, vous avez besoin de vous fournir, alors vous allez faire une avera. Vous comprenez le point? C'est-à-dire que pour arriver à se fournir chaque jour, avoir sa dose, eh bien, il faut financer. Alors, comme vous ne travaillez pas, il faut bien trouver une manière, donc vous allez faire des infractions. D'accord? Et donc, ces gens-là, il faut d'abord résoudre le problème à la base, qui est la drogue ou l'alcool, en l'occurrence. Et donc, ces gens, dans ces départements, sections, eh bien, reçoivent un rythme de travail et de groutsot, c'est-à-dire de groupe, de travail de groupe, de telle sorte qu'ils réapprennent, je peux dire comme ça l'expression, réapprennent à vivre. Alors, des populations qui passent par ce genre de groupe typologique, il y en a une, par exemple, par prison. Ça veut dire que sur l'ensemble du réseau, vous allez comprendre que c'est une infinité. Comme de même les agapim, agapélechem, les chomre et mitzvot dont je vous ai parlé, ces agapim-là sont aussi une minorité. C'est-à-dire, j'ai beau dire qu'il y a du monde qui est à ça fait 50 personnes, 100 personnes sur la masse de 5 000 ou 10 000 personnes. D'accord? Les Vutzot Tipuliot, elles sont ouvertes aussi bien aux Arabes qu'aux Juifs, c'est clair. C'est une question que vous vous posez, parce que souvent les gens demandent, est-ce que les Juifs et les Arabes sont dans les mêmes prisons? Oui. Est-ce qu'ils sont dans les mêmes tas? Tas, c'est une cellule. La réponse est non. Oui. Oui. Et alors, si vous vous posez la question pourquoi, parce que, il part du principe, ils ont commis, c'est droit commun, ils ont commis les mêmes types d'avérotes, ou peut-être même ensemble, pourquoi ils ne resteraient pas, dans le cas de la punition, ensemble? Ce n'est que les politiques qui sont mis de côté, mais le reste, les droits communs, arabes et juifs, cohabitent. D'accord? Et donc on peut continuer. Ainsi, lorsque j'ai parlé de rabbinat, vous savez qu'il y a une population des minorités, donc musulmanes, et aussi chrétiennes, et régulièrement on reçoit des prêtres, alors c'est bien orthodoxes. J'ai assisté à des mariages orthodoxes, j'entends grec ou orthodoxe russe, hein, et ils marient, ils ont ces contacts avec leur population. Alors, tout dépend de la sensibilité de chaque personne, mais notre devoir est d'inviter ces commères, c'est-à-dire ce prêtre, et je dois vous dire l'importance. Lorsque j'étais rabbin de Lausanne, il y avait très peu de juifs. Vous savez comment ça marche? En Roule, il y a très peu de juifs en prison. D'accord? Par contre, comment on pouvait être contacté? On n'était pas à plein temps. On était contacté par le pasteur ou par le curé de l'endroit qui avait la gentillesse de dire, écoutez, il y a un juif qui vient d'arriver, ça marchait comme ça. Ou la veille de Pessah, ou la veille de Rosh Hashanah, parce que ça, c'est le moment-là où ils ressentent le besoin d'une nourriture spéciale, ou pour les fêtes. Et alors, ils prenaient contact. Et grâce à l'action de ces curés et de ces pasteurs, quand ils étaient dans le canton du Vaud, c'était des pasteurs, j'arrivais à être en contact avec eux. Et quelque part, je me sens une dette, je vous dis la vérité, vis-à-vis de ces commères, et vis-à-vis aussi bien orthodoxes, tout type ils ont tous les uniformes possibles, hein. Et j'ai les coptes, ok. Et vis-à-vis de ces prêtres, de les inviter pour répondre à la demande de ces Assyriens, ces prisonniers. Parce qu'ils ont besoin de ça et ça leur fait un bien immense. Ne serait-ce que leur prêtre vient et leur apporte un crucifix, vous savez comment ça marche, ou une Bible, le Nouveau Testament j'entends, hein. Et ça, pour eux c'est un bien-être, ils ont l'impression de revivre, d'avoir leur référent, bon, c'est important, vous comprenez, donc c'est notre travail de les inviter et de leur faire participer.
Et donc, dans le cadre du shikoum, comme je vous ai parlé, on doit comprendre plusieurs choses. Shikoum, c'est d'abord les agapé shikoum, c'est-à-dire, il y a dans le cadre de la prison, lorsque vous avez terminé presque votre temps de prison, il y a la possibilité pour commencer déjà à travailler dehors. Alors, ils dorment à la prison et ils vont travailler dehors. Voilà. Et donc ça, c'est un premier type de shikoum que l'on entend, qu'on connaît. Ces gens-là, vous les rencontrez dans la rue, vous ne savez pas que c'est des prisonniers, mais ils travaillent à l'extérieur et le soir, ils reviennent. Ça, c'est un premier type. Eh bien, deuxième type, c'est lorsque vous avez terminé les 2/3 de votre peine, vous pouvez monter c'est une expression en hébreu, mais vous pouvez passer en commission qui s'appelle Vadat Shlish, c'est-à-dire la commission du 2/3, et à partir de là, vous pouvez être libéré conditionnellement si le juge considère que votre position est possible. Alors, à ce moment-là précis, vous avez la possibilité de rentrer d'abord le shikoum laïque, on va appeler ça ainsi, et le shikoum dati. Et le shikoum dati, ça consistait, encore jusqu'à quelques années, les hostels. Les hostels, ce sont ces maisons que le rabbin Hazan avait constituées, le Keren HaTshuva, qui donnaient la possibilité d'accueillir des gens. Ils travaillaient à mi-temps, et l'autre partie, ils étudiaient, ils avaient un suivi psychologique, ils avaient une possibilité de réinsertion. N'oubliez pas que le terme et l'idée, c'est la réinsertion sociale qui est sous-jacente à ce projet. Voilà. Bon, alors ça, on a compris par rapport au shikoum. Maintenant, quant à la question de savoir du récidivisme, si vous avez des questions, avec joie, je veux bien répondre maintenant. Je ne veux pas non plus vous assommer d'informations, de faire de vous des spécialistes qui demain pourront répondre à toutes les questions du Shabbat. Mais simplement, si vous avez... sinon, je peux avancer. Hostel, ce n'est pas un appartement où on met 2 ou 3 personnes ensemble, mais alors à l'extérieur de la prison? C'est tout à fait ça. C'est un hostel, c'est une maison. Ça s'appelle comme ça, on a regardé la terminologie hostel. Une maison à l'extérieur où les gens doivent rester d'aller travailler. Et quand ils ont terminé de travailler, ils reviennent dans cette maison. Ils en ont pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Et dans le cadre de ce travail, il y a des cours de Torah. Dans le cadre de cette maison, il y a la possibilité de suivre une formation psychologique, un suivi psychologique. Il y a un permanent qui y habite. Et il y a un permanent, un madri, qui est avec eux et qui reste avec eux. Et il y a une psychologue qui vient les visiter. Et il y a un médecin qui vient 1 fois par semaine. Vous savez, un domaine très précis comme ça qui vient les aider et les encourager. Alors, par rapport au récidivisme, vous savez, je ne sais pas ce qui se passe dans le reste du monde, mais en Israël, ça se passe comme ça. Il y a en moyenne 80% de la population qui revient. Elle nous est fidèle. Elle ne va pas dans une autre crèmerie. Et donc, vous voyez comment ça marche. Je vous explique tout de suite. La difficulté quand on est, parce que vous pourriez vous poser la question, est-ce que c'est difficile de vivre en prison? Oui, bien sûr. Eh bien, vous allez voir comment ça se passe. La première fois, l'eau allait nous, je nous protège de ces choses-là, mais la première fois qu'une personne arrive en prison, c'est le point le plus délicat de sa vie, le plus difficile de sa vie. Parce que tout d'un coup, vous êtes un monsieur, vous êtes une dame respectée, honorable. C'est pas qu'on vous déshonore, c'est pas déshonore, c'est pas ça le problème. C'est qu'on décide tout pour vous. C'est-à-dire, c'est là où vous allez dormir, c'est là où vous allez manger, je vous dirai quand est-ce que vous avez le droit de téléphoner, et je vous dirai quand est-ce que vous verrez le médecin. On vous retire tous vos droits, toutes vos capacités de décider. Et donc, commençons comme ça quand une personne arrive pour la première fois, elle n'a plus la possibilité de parler à sa famille, d'accord, parce que c'est au secret au début. Vous avez un interrogatoire de la police, ça n'a rien de plaisant, d'accord, et ça pourrait être des juifs, mais c'est pas plaisant non plus d'être dans les mains de la police. Et on continue dans le cadre-là, toute chose, vous êtes dépendant, vous n'avez pas de visite, vous n'avez pas de ci, vous n'avez pas de ça, il n'y a que l'avocat qui a le droit de vous dire vous voir de l'extérieur, donc vous êtes coupé du monde. Et donc, vous avez l'impression un peu d'une sorte d'arbitraire où vous êtes complètement coupé. Maintenant, la seule chose, c'est qu'au bout de 24 heures d'arrestation, vous avez le droit à ce que le juge doit vous voir et doit décider du sort de la personne. D'accord ? Et ainsi de suite, c'est renouvelé. Alors, il donnera 1 semaine, il donnera 15 jours, il dira 1 mois, il donnera, mais il est obligé, au bout d'un certain temps,
de donner une réponse, de dire est-ce qu'on continue la procédure, est-ce qu'on arrête cette personne. Sachez que cette première étape, psychologiquement, est très dure. Et il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a un certain nombre de gens qui ne supportent pas cette première partie. D'accord? Cette déchéance. Encore une fois, cette déchéance où on vous retire tous vos droits. Concrètement, on vous retire tous vos droits. Par contre, quand vous êtes récidiviste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes habitué au système. Vous avez compris que les gardiens, vous pouvez travailler avec eux, que vous pouvez gagner votre vie de cette manière-là sans vous faire de soucis. Vous n'avez pas besoin de payer ni l'électricité, ni de payer la location de la maison. On vous réduit toutes vos difficultés. Vous avez besoin d'aller chez le dentiste. Vous avez rendez-vous mardi prochain chez le dentiste. Les choses sont prises en main. On vous prend en main du tout. Maintenant, vous voulez suivre des études, alors le service d'éducation va vous proposer. Vous voulez faire la tfila, on va vous proposer les tfilotes. Vous comprenez comment ça se passe? On vous prend en main. Des gens qui n'ont pas l'habitude d'être autonomes, c'est un peu une sorte d'hôpital, si vous comprenez. On vous propose tous les services. Et les gens qui n'ont jamais été habitués à vivre de manière autonome dehors, eh bien, elles reviennent. Parce que pour elles, c'est beaucoup plus simple de vivre en prison que de vivre à l'extérieur. Et donc, c'est peut-être un paradoxe. Les prisons sont peut-être trop accueillantes, si je dois dire comme ça. C'est sévère. N'imaginez pas que c'est que une caïtana. C'est sévère, la prison. Mais les gens se font ont une facilité de vivre en prison. Et donc, ils se disent, plutôt que d'être dehors et d'avoir les difficultés de la parnassa et de la famille, vous savez ce qu'on fait avec la famille? On les retrouve, ils viennent vous voir une fois tous les 15 jours, ils ont le droit de visite. Vous pouvez les appeler tous les jours. Peut-être ça suffit. Il y a des gens pour qui ça suffit amplement. Les relations familiales peuvent se résumer à ça. Et le mari a le droit de retrouver sa femme une fois par mois. Et donc, les gens, il y a des gens qui s'habituent à ça. Et donc, c'est un grand, grand paradoxe. Allez-y. C'est pas une vision un peu optimiste de la prison? Est-ce que les gens ne sont pas récidivistes parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de refaire un acte plutôt que pour le plaisir de revenir en prison? Je n'ai pas dit qu'ils ont du plaisir, hein. Je peux expliquer. Pas le plaisir, bien sûr, bien sûr. L'avantage, disons. Alors, vous faites bien, en fait, vous mettez l'accent sur ce point, je vais vous dire. C'est que quand la personne est libérée et qu'elle retourne dans son milieu ambiant, c'est ça le problème. Elle retourne dans son milieu ambiant, alors elle replonge forcément de la même manière. Elle ne va pas avoir de travail, donc elle va se retrouver dans les mêmes situations, et ainsi de suite. Elle a les mêmes amis. Si c'est quelqu'un qui est attaché à la drogue, rapidement, les amis vont la remettre sur l'ambiance de la drogue. C'est ça la réalité. Ce que je vous dis, moi, c'est le côté plutôt plaisant, hein, d'accord, mais le côté, la réalité, c'est ce que vous dites là maintenant, d'accord. Bon, ça, ce sont des gens dépendants, mais le problème, c'est peut-être de préparer celui qui va sortir à ce qu'il soit reçu à l'extérieur ou qu'il soit suivi par tous les organismes qu'il y avait à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs problèmes. On va dire comme ça. D'abord, ça veut dire que si la personne est enfermée 1 an ou 5 ans ou 10 ans, il faut profiter de ce temps-là pour lui donner les kélim pour pouvoir se redevenir autonome dehors. Et tout ce que je vous ai dit là maintenant, quand vous voyez les chiffres, ils sont un peu étonnants. C'est-à-dire qu'il y a plus de 80% des gens qui reviennent en prison. Donc, manifestement, parlons clairement, on n'est pas opérationnel. On fait beaucoup d'efforts, assez divisés. Mais on ne leur donne pas suffisamment les possibilités de revenir, d'être autonome. Ça, c'est un premier point. Les seuls points où on diminue notre taux de récidivisme, ce sont des gens qui ont participé à un programme, vous savez, éducatif Tipouli, comme j'ai dit tout à l'heure, ou Tsati. Alors, ces gens-là, c'est vrai, on diminue là 50%. Les gens qui étaient dans les AKP Shomrei Mitzvot, alors, dans la mesure où ils étaient vraiment engagés dans ça, alors bien sûr que ça réduit de très fort, parce que si vous avez réellement fait tchouva, alors vous avez un métier, vous vous remettez dans l'étude, dans l'ambiance, vous avez un milieu, alors vous ne revenez pas en prison. D'accord? Mais ce sont des minorités, c'est-à-dire des groupes qui sont limités par rapport à l'ensemble des prisons. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu paradoxal dans les prisons. On fait, je trouve, beaucoup d'efforts, et on investit beaucoup d'argent, mais en se disant, mais quels sont les effets? Et les effets, c'est que les gens reviennent. Alors, moi j'ai essayé de dire que c'était plaisant, mais c'est pas plaisant.
Mais cela dit, pour eux, c'est plus facile de revenir en prison que de rester à l'extérieur. Est-ce que c'est clair? C'est logique. Allez-y. Pour ceux qui viennent en prison pour la première fois, Oui. qui ont fait une avéra, qui est grave ou moins grave selon comment elle est vue, mais est-ce qu'ils poursuivent? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à vouloir se suicider? Ça dépend beaucoup des gens. Vous êtes d'accord? C'est pas qu'on peut dire que toute la population carcérale veut se suicider, c'est pas vrai non plus. Les gens vivent avec ça. Mais toute personne en état de choc, qui est fragilisée à un moment donné de sa vie, bien sûr qu'elle pense à ça. Mais c'est pas systématique, oui. Est-ce qu'il y a une structure pour à la sortie du prisonnier qui pourrait, est-ce que ça on en parle, une structure de sortie, c'est-à-dire qu'il y a des sommes qui sont versées, il y a un accompagnement, en tout cas, disons, de 6 mois, 1 an, pour les aider à se réinsérer. Voilà. Parce que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui est débattu? Non, non. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui quand vous avez déjà vu l'Agapé, donc la section qui était à l'intérieur de la prison. Vous êtes sorti de la prison parce que vous avez eu le Vadatchlich, c'est-à-dire la possibilité d'une remise de peine. Appelons ça comme ça, remise de peine. 2 tiers, vous avez fait les 2 temps. Le dernier temps, on vous dit, allez, à vous de vous débrouiller maintenant dehors. Alors, la plupart du temps, les gens qui ont suivi un programme, c'est-à-dire ils ont un travail, et on leur demande aussi d'être rattachés à un bureau spécifique du service social, appelons ça comme ça, à la Keila. Alors ces gens-là, a priori, ces gens-là ont plus de force pour ne pas revenir en prison. Il y a ça. Mais est-ce que c'est la question que vous devez poser? Est-ce que c'est systématique? La réponse est non. Il n'y a pas assez d'argent. Réfléchissez. On a investi, si on peut dire comme ça, dans le cadre des prisons, mais est-ce qu'on a investi pour la réhabilitation en dehors des prisons? Et la réponse est non. Fondamentalement, non. Par exemple, par rapport au côté religieux, en fait, c'est même la société civile qui devrait prendre ça en main, créer ou des yeshivot, je ne sais pas, des yeshivot, une sorte de maison, vous savez, avec un home, avec ça. Et il n'y a rien. Quand on parle du rabbin Hazan, il en a fait un, et il n'y a fait personne d'autre qui a rien fait. Donc je veux dire, on restait pour l'instant, par rapport à ce côté réinsertion, très très sobre. Et les faire entrer dans un kibbutz. Alors il y a eu, c'est des modes, ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est des modes. Il y a 20 ans, on les faisait rentrer dans le kibbutz Sha'alavim, dans les différents kibbutzim, parce qu'on pensait que le mode kibbutzim, ça allait leur donner la possibilité. Et vous savez, le résultat de ça, c'est que le résultat, c'est que les membres du kibbutz, ils en ont eu marre d'avoir des gens qui appliquaient des choses sur eux et qui prenaient un petit peu des choses de ce côté, un peu de l'autre. Ils disaient, ça y est, on a donné à la société, maintenant que d'autres se dévouent pour les réinsérer. Est-ce que les Palestiniens qui peuvent rester quand ils sortent de prison dans les limites d'Israël, ou bien est-ce qu'on les reconduit Pas du tout. Dans leur territoire? Pas du tout. Ils sont expulsés du pays manu militari. C'est clair. On va garder en plus des prisonniers. Ah oui, c'est sûr qu'ils ne restent pas là. Mais ils reviennent, ça c'est une autre question. Allez-y, vous voulez poser, madame, non? Oui, je voulais. C'est une réflexion plutôt qu'une. Allez-y pour la réflexion. Tout ce que vous avez exposé, justement comment les prisonniers sont traités, les prisonniers de droit commun, la possibilité d'étudier, que ce soit des diplômes universitaires, que ce soit la religion, que ce soit des métiers, etc. On leur apporte des possibilités de réinsertion, on va dire. Oui. Moi, j'ai une question. Comment ont-ils la notion qu'ils payent eux-mêmes leurs dettes pour ce qu'ils ont commis, puisqu'on leur fournit la possibilité de ce qu'ils n'ont pas pu faire avant, étudier, je n'ai pas fait d'études, j'en fais, je n'ai pas eu de métier, j'en fais un métier, je suis malade, on me soigne, j'ai le droit à des psychothérapeutes, etc. Et moi, personnellement, je trouve que ça ne m'étonne pas qu'ils reviennent. Pourquoi ne pas avoir envie de revenir, puisqu'ils trouvent un toit, logé, nourri, éduqué, etc.,
sans avoir intégré que, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un crime, enfin, selon ce qu'ils ont commis, je ne sais pas, mais qu'ils doivent payer pour ça, et non pas eux-mêmes recevoir. Et de tout ce que vous avez dit, j'ai plutôt l'impression qu'ils reçoivent plutôt que de payer pour ce qu'ils ont commis. Je veux dire qu'ils ont perdu la liberté. Ouais, d'accord, mais ils reviennent. Donc cette perte de liberté, apparemment, c'est pas ce qu'ils ont fait. Il y a les profiteurs, il y a les dépendants. De toute façon, ce sont des gens asociaux. Au départ, inadéquats de vivre en société. 80% reviennent en prison. Donc c'est pas on peut se poser la question. Est-ce que ce système d'apporter en prison... Bon, on a compris la question, il faut y répondre. Sansal va parler pendant 10 minutes. La chose positive, ça ne joue pas, au contraire. Dans ce manque de liberté, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui les atteint, puisque quand ils sortent, ils reviennent. Regardez, j'essaierai de répondre en 2 temps. Le premier temps, d'abord, vous savez que quand une personne monte à Vadachlich, je vous ai expliqué ce que c'était, c'est les 2 temps. C'est une remise de peine, on vous donne la possibilité de sortir. Il faut que vous reconnaissiez la peine que vous avez, pour laquelle vous êtes en prison actuellement. C'est-à-dire une personne, vous avez l'exemple, je peux donner son nom, c'est le président de la République, Katsav. Il n'est pas sorti en Vadachlich, vous savez pourquoi? Il ne reconnaît pas qu'il a fait ça parce qu'il a sa version à lui qui dit que c'était pas lui qui a fait. Si, c'est lui qui a fait, mais c'était volontaire. Il y avait un accord, il y avait une sous-entendu, c'était négociable. Et tant qu'il ne reconnaît pas, ils sont macpides, tant qu'ils ne reconnaissent pas sa peine, sa sanction, alors ils ne donnent pas la possibilité à la personne de se libérer, de devoir faire sa peine entière. Maintenant, entre nous, une personne qui a pris sa peine entière, il en a pris pour 5 ans, il ne reconnaît pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire une peine supplémentaire? Mais c'était pas ça, ma question. Non, je comprends. Je veux dire par là, la difficulté, quand vous êtes à l'intérieur du système, vous avez, on est obligé de vous donner un certain nombre de services. La société n'accepterait pas qu'on laisse ces personnes sans leur donner ces services. Quand bien même ils n'ont pas la réflexion. Non, mais c'était pas ça ma question. Alors en un mot. Ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était que, vu tout ce que vous avez développé et l'accès des prisonniers à énormément... Non, c'est pas énorme, c'est comment j'ai expliqué. Oui. La possibilité d'étudier, la possibilité d'étudier aussi bien de l'université ou des Shiva, etc., la possibilité d'être soigné, la possibilité d'acquérir... Mais on a entendu tout ça. Il n'a pas répondu. Il a dit en un mot. Donc je recommence, s'il te plaît. Non. Si. Donc comment s'il a demandé? Alors ma question, c'est est-ce que ce système que vous avez évoqué, qui fait que 80% sont en prison, on ne peut pas réfléchir à ce que ce système, au contraire, implique que le prisonnier, pendant son temps en prison, soit obligé de participer à quelque chose qui va faire qu'il paye à la société et non pas qu'il reçoive. D'accord. C'est ça la question. Je comprends, mais si vous avez trouvé la formule comment le faire payer, comment lui faire prendre conscience, il faut le dire, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé. Je voulais dire ça. Pardon? Que ceux dont c'est le métier. Mais écoutez, c'est vrai, je vous comprends, mais on va écouter une spécialiste et vous allez voir. Francine. Vous avez raison, mais pour l'instant on n'a pas trouvé. Je suis tout à fait Allez-y. d'accord. Il faut essayer de comprendre le fonctionnement de ces gens. Quand on aborde des problèmes sociaux, on a l'habitude de les aborder avec notre façon de raisonnement, nos compétences, nos capacités. Or, ce ne sont pas les capacités des personnes dont on s'occupe. Et c'est là la grosse difficulté. On n'est pas en mesure, nous communs, de comprendre leur fonctionnement, leur réaction et la façon de concevoir la vie des choses. Est-ce que vous pouvez dire un mot des relations des prisonniers entre eux? Oui. D'accord. Allez-y, votre question. Avant qu'on change complètement le sujet, du récidivisme, et je reprends le sujet de départ de toutes ces questions qui étaient le récidivisme. Vous avez parlé de 80% de récidivisme. C'est un chiffre qu'on jette comme ça. Mais sur les 10 000 prisonniers de droit commun, dans le droit commun,
Et je pense qu'il y a une différence entre le petit voleur à la tire, l'escroc, le mafiosi, ou le politicien celui qui est piqué dans la caisse, ou le politicien qui a détourné des fonds. Ça n'a rien à voir. Donc est-ce que le récidivisme il est dans un cas précis ou c'est en général? Non. J'essaye de vous répondre là rapidement et après de prendre votre point comme ça, de continuer. C'est vrai qu'il y a des différences, mais c'est évident, mais j'en ai pas parlé du tout. Et je veux dire, c'est pas du tout le même type, vous êtes d'accord? Quand vous êtes un homme politique ou un responsable, vous avez le Premier ministre, président de la République, je ne sais quoi, et que vous êtes en prison pour un type spécifique, on n'appelle pas ça un récidiviste, c'est un autre type de population, c'est un autre type de crime, c'est clair. Maintenant, on fait appel au récidivisme à un autre type, par rapport à toute la palette d'avérotes qui existent, de crimes, de délits qui existent, par rapport à ça, parce que ce sont des gens qui reviennent régulièrement. Quand je dis que les gens reviennent, vous avez compris que c'est des gens qui reviennent, ils ont commencé jeunes, mais ils se retrouvent à 60 ans encore en prison. C'est-à-dire toute leur carrière, si c'est possible, parfois en plaisantant, je leur dis, vous pourriez être à la retraite aujourd'hui. La retraite des prisons. Mais c'est évident, personne. J'ai essayé de vous expliquer depuis le début qu'on essaie de mettre énormément d'efforts, le gouvernement, pas moi, le gouvernement, l'État, d'investir énormément par rapport à ce problème, et le résultat est-il probant? La réponse est non. Si ce n'est, elle répond à un point. Il faut apprécier qu'on a la tranquillité quand on a ces populations dans des prisons. Mais est-ce qu'on a résolu le problème de la réhabilitation? Non. Non, objectivement non. Sur des points très précis, on a résolu, mais pas le reste. Est-ce que ça va? Dans les prisons. Merci. Alors il y a encore un point, mais je vous reprends après, parce que ça rejoint, ça va ensemble. Vous m'avez demandé les relations entre les prisonniers. Alors écoutez bien. L'influence réciproque. Exactement. Et on va essayer de répondre comme ça. D'abord, est-ce que vous imaginez on est tous égaux devant la loi? Non. Oui, non. Chacun va prendre son point de vue. Est-ce que vous imaginez que les prisonniers sont égaux devant la loi en prison? La réponse est que non. Non. Parce que si vous êtes un grand mafieux, d'accord, mais vous avez vos soldats qui sont présents. Et donc vous êtes là comme un grand seigneur, c'est incroyable ce que je raconte, d'accord, avec autour de lui. Alors bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr qu'il ne peut pas sortir quand il veut, mais ça n'empêche qu'à l'intérieur, il a son mahamad, il a son statut par rapport aux autres. Si c'est un grand rave, c'est Lonaïm de parler comme ça, eh bien, il a aussi son mahamad par rapport aux autres. Si vous êtes président de la République, mais vous avez votre statut, le Premier ministre dont on parle toujours en prison, vous savez qu'il est avec des agents du Shabbat qui le protègent en prison. Donc, un prisonnier qui a une garde rapprochée. Où on est là, je veux dire, vous comprenez qu'il y a c'est pas violer dans les douches, quoi. Non. Comment sont traités les violeurs? Alors, ok, ça c'est Guilou Arayot, toutes les infractions avérotes mines qui sont, malheureusement, elles sont importantes. Alors, d'abord, comment ils sont traités? Je vous explique. Des prisonniers vis-à-vis des autres prisonniers, ça m'intéresse, ils sont très mal vus. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez tué quelqu'un, c'est presque honorable, mais vous avez violé quelqu'un, ça ne se fait pas. D'accord? Il y a encore plus bas, dans la hiérarchie des peines, c'est la pédophilie, c'est-à-dire par rapport aux enfants. Ça, ils ne supportent pas. Chez les Israéliens. Moi, j'ai été gardien pour l'armée pendant 10 ans dans les unités, par contre, chez les terroristes. Oui. C'est l'inverse que j'ai vu. Il y avait malheureusement à une certaine époque. Vous voulez dire quoi? Un cavode par rapport aux gens qui ont fait ça? J'ai vu que les enfants avaient un statut précis tous les vendredis, ce qui se passait dans les douches avec les enfants. On est tous sortis traumatisés là-bas. Quels enfants? Des enfants en prison? À Sérim Bitronim, il y a des enfants qui étaient mis en prison pour avoir aidé à faire des attentats. Des enfants de 10 ans. Et dans la prison, chacun avait un statut. Et les enfants, ils avaient un statut précis. Une fonction précise. Donc, c'est clair. Un type de population, pour un type de population, vous faisiez allusion aux violeurs, c'est ça. Maintenant, comment l'appareil, comment la Maharechet réagit à ça? Alors, on va dire comme ça, normalement, des violeurs, les gens qui ont commis de ce genre de violence, doivent suivre une formation, vous savez, avec des psychologues, avec des avocats socialistes, qui doivent les réunir, leur faire prendre conscience de leurs mots et de leur type d'avéra pour essayer de les soigner. Alors si maintenant vous pensez que c'est ça qui règle, avec joie, mais
concrètement, je ne sais pas, je ne crois pas, ce n'est pas suffisant, malheureusement. En France, il y avait un traitement médical. Alors voilà, chimique. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de refuser. Bien sûr. Mais c'était renouvelable tous les 7 ou 8 mois, et ça permettait de beaucoup baisser les pulsions sexuelles. D'accord. Et là, il n'y a pas de traitement en Israël. Non. Non, c'est plutôt un traitement, soi-disant, on a confiance en l'être humain, c'est intéressant. Donc on dit on veut essayer de le former, on essaie de le apprendre, on va essayer de lui faire comprendre. Est-ce que les résultats sont probants? Vous avez compris que moyennement. D'accord? Pardon? Peut-être que ce n'est pas suffisant, non. Il n'y a pas assez d'argent pour investir pour les psychologues, pour les travailleurs sociaux. C'est peut-être pour ça qu'il y a un échec aussi, parce que ça coûte très cher. Ou peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule, mais pas qu'en Israël. Vous croyez que c'est mieux aux États-Unis ou vous croyez que c'est mieux ailleurs? C'est pas mieux ailleurs. Et je trouve que dans notre système un petit peu, on est encore humain. Je veux dire, il y a le côté humain. Par exemple, le fait qu'ils sortent pour les fêtes. Vous comprenez? Chez nous, par exemple, quand une personne est en deuil, elle peut sortir pendant les 7 jours faire les shivas chez sa famille. D'accord? C'est pas tous les prisonniers, mais c'est pas comme ça que ça existe. Le fait que vous pouvez vous marier en prison, le fait que vous pouvez retrouver votre femme en prison, c'est pas dans tous les systèmes que ça existe. Donc vous voyez qu'il y a des aspects humains qui ont été repris, mais qui fait, est-ce que c'est une réussite sur l'ensemble du système? Non. On a compris que non. La prison, c'est l'aboutissement. Hein. Au fond, le mal, on ne le prend pas à la racine. Le mal, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui précède? Mais bien sûr, l'éducation dans l'éducation, le milieu. Parce qu'on n'écoute pas. Ah ouais. Parce qu'on ne donne pas la parole aux gens. Parce que quand on se trouve dans des quartiers, entre autres. Où on sait qu'il y a des problèmes sociaux, combien de gens écoutent? On évite ces quartiers, on ne leur donne pas la parole, et donc comme on ne leur donne pas la parole, eh bien, la première réaction, c'est la violence. D'accord. Et de la violence, on arrive à la prison. Je veux dire, la prison, c'est le stade terminal. Hein. C'est le stade, vous savez, ce que c'est la prison, c'est le stade où la société s'organise. Quand l'eau allait nous, il y avait aussi les hôpitaux psychiatriques, il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, ils étaient mis en dehors des villes. C'était comment on pouvait résoudre le problème? On ne savait pas résoudre le problème. C'était ressortir cette population du circuit. Eh bien, c'est la même chose pour les prisons. On sort la population et on protège la population de ce type de gens. Mais est-ce qu'on arrive à résoudre leur problème? La réponse est non. Une petite question, est-ce qu'ils sont un peu payés? Est-ce qu'ils sont un peu payés pour le travail? Alors ça c'est une bonne question, parce que vous savez ce qui se passe dans les prisons. Quand vous travaillez, je ne vous ai pas dit aussi, chez nous, dans d'autres prisons, ils font les titios. Tous les talitos que vous mettez, ce sont des prisonniers qui les font, d'accord? Alors ça, ils reçoivent ouais, très peu. Mais par contre, quelqu'un qui travaille, vous savez, qui travaille avec dans Mercavim, ce sont les camions, les autobus, ils peuvent avoir une masquerade jusqu'à 2 000, 3 000, 4 000 shekels. 3 000 shekels, je ne veux pas dire exagéré, par mois. Monique, mais là, voilà encore une raison pour revenir. Absolument. T'es logé, nourri, tu bosses, payer 2 000 3 000 shekels. Alors, c'est pas tout le monde, mais ceux qui y arrivent, ils le font. Allez-y, monsieur, vous avez une question. J'ai souvent entendu. Comment? Dites-moi simplement. J'ai souvent entendu dire qu'il y a des Palestiniens qui faisaient semblant ou qui faisaient des attentats pour pouvoir se retrouver en prison et bénéficier donc de tous ces avantages. Non, ça je connais pas. C'est vous qui l'avez dit. J'ai pas dit c'est vous qui l'avez dit. Non, je ne connais pas des gens comme ça. Parce que vous savez, il y a des petits stades que je n'osais pas évoquer. Quand vous êtes arrêté par le Shabak ou les trucs, il n'y a rien de plaisant dans tout ça. Est-ce que ça existe dans le milieu carcéral juif des gens qui vont en prison par intérêt pour pouvoir étudier, pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, pour pouvoir être soigné? J'ai jamais entendu. Non. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui volontairement dit ce soir je vais aller en prison parce que là-bas où moi j'ai la souffrance. J'ai jamais entendu. Les Haridim qui évitent le service militaire. Hein? Est-ce qu'il y a comme en France une surpopulation carcérale? Alors, je vous expliquais, je vais donner les chiffres. D'accord? Ça correspond à peu près aux capacités, il y a 35 prisons en Israël, ça correspond à une capacité d'acception et
d'accueil de ces populations. Maintenant, dans ces chiffres-là, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est Sahraouni, dans le sud du pays. En fait, c'est des populations, vous savez, érythréennes, ou populations noires du Soudan, qui ont été mises en prison. Il faut que j'explique. Ce n'est pas vraiment mis en prison, ce n'est pas qu'à l'intérieur vous êtes considéré comme un prisonnier, mais en tout cas vous êtes arrêté, vous n'avez pas le droit de circuler dans le pays jusqu'au moment où vous êtes expulsé du pays. D'accord? Et ça, c'est des prisons, c'est une prison dans le sud du pays, dans l'Issa, pour arrêter, soi-disant, les Soudanais, pour leur dire, allez, ça suffit, maintenant vous retournez dans votre pays, vous ne pouvez pas continuer. En attendant, on vous met dans cet espace clos, qui est à l'aspect d'une prison, qui n'a pas les règles d'une prison. Alors, est-ce qu'il y a des surpopulations? À certains moments donnés de l'année, et certaines années, oui. Ah oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? La loi oblige à ce que chaque personne ait un lit, donc ça n'existe pas qu'il y ait un prisonnier qui dort par terre. Il y a des moments de population en été, où il y a tellement d'arrestations de situations, où, oui, il y a des gens qui se retrouvent en surpopulation sans une condition minimum. D'accord? Est-ce que les femmes sont séparées? Ah oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas dit ça, mais bon, c'est facile à comprendre. Il y a des prisons de femmes, des Vetirtsa. Et c'est intéressant, personne n'a posé la question. Il y a 280 femmes en prison. Sur les 10 000 en question, 280 femmes. Non, 300. Quel type de crime? Je ne sais pas, mais... Oui, peut-être la drogue, non, la prostitution, des choses comme ça, vous voyez. 300 femmes, c'est rien, chacun entre nous. Comment vous comprenez, quand on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y a pas d'égalité non plus, hein, d'accord? Un homme, il sera en prison rapidement, une femme, non. On va en prison pour prostitution? Oui, ça dépend, oui, quand il y a certaines situations, oui. Ou violence, ou autre chose. Une autre question. Allez-y. Quelles sont les relations entre aumôniers de différentes obédiences et de différentes religions? Alors, les aumôniers titulaires, c'est-à-dire qu'ils travaillent en permanence, il n'y a que les juifs. Alors, on s'entend bien. Et maintenant, par rapport aux aumôniers, je vous ai dit, par rapport aux curés, aux pasteurs, je vous ai dit qu'on ne va pas. Alors, on va parler de ça. Par rapport aux curés, aux pasteurs, toutes les formes de protestantisme, de catholicisme et de chrétienté, j'ai de très bonnes relations avec eux. Et côté musulman? Alors, le côté musulman, c'est comme ça. D'abord, est-ce qu'il y a des synagogues? Est-ce qu'il y a des mosquées pour les Arabes? Réponse? Non. Des tapis? Non, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour eux de prier dans une mosquée. Par contre, là où ils s'installent, ils mettent leur tapis, et ils ont leur tapis, et ils peuvent faire la tefila. Et ce qui est connu, c'est les tefilotes du vendredi, ou chez les bitronymes, j'entends, chez les politiques. Quand ils font la tefila, d'accord, ils avaient un prêche, c'est-à-dire, en fait, ils sont bien organisés parce que les terroristes qui sont arrêtés, il y a tout parmi eux des imams. Et c'est eux qui font les drachot du vendredi. Alors, à un moment donné, ils étaient virulemment contre les juifs, et donc on a arrêté ça. En 2 mots, il y a une censure par rapport à leur prêche et par rapport à ce que disent leurs prêtres, leurs imams. D'accord? Ça, maintenant, un musulman ragil qui voudrait se marier, bien sûr que je me mets en contact avec le Bedin Shahari, ça s'appelle comme ça, et pour se marier, divorcer, ainsi de suite, bien sûr, on les met en contact. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. On peut s'arrêter quelques instants. Une dernière. Oui, oui, et après... Pour être positif, vous avez dit quand même que vous avez senti qu'il y avait quand même des résultats positifs avec les yeshivot, etc. Oui. Donc c'est peut-être une solution? C'est une solution, mais est-ce que, entre nous, d'abord, par rapport aux Juifs, par rapport aux Arabes, c'est pas une solution du tout. Ça, c'est un premier point. Même deuxièmement, par rapport aux Juifs, est-ce que tout le monde, entre nous, là, est-ce que tout le monde a envie d'aller étudier, a la capacité d'aller étudier dans les yeshivas, s'arrêter et tout ça? Quand bien même on a l'amour de la Torah, l'amour d'Israël, l'amour de tout ce que vous voulez, est-ce que ça? La réponse est non. Et donc, c'est pas une solution pour tout le monde. C'est une solution, peut-être qu'il faut la développer pour plus de personnes, mais de dire que c'est la solution pour l'ensemble des Juifs qui sont en prison, non. Ils en sont loin, ils n'ont pas ça comme souci, ils n'ont pas ça comme priorité. Donc, leur dire que maintenant ils vont pouvoir faire la tefila 3 fois par jour et que maintenant ils vont pouvoir manger, ils vont pouvoir regarder la télévision, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Tout ça, tous ces privilèges. On devrait leur donner tous ces privilèges. Pour les grands. Non, mais il faut, en 2 mots, on essaye de leur donner le côté humain. Si on leur enlève, vous savez, quelque part, quand ils ont la télévision, là, je termine sur ça, voilà, j'ai terminé.
sur l'histoire des télévisions. Au début, moi, ça me choquait de dire ils ont la télévision, ils ont la radio, ils ont le téléphone. Vous savez qu'ils téléphonent en permanence. Et on me dit, mais il y a 20 ans, il n'y avait rien de tout ça, mais ils s'entretuaient entre les gens. Et il y avait une telle violence que les gens se retrouvaient avec des coups de couteau en train de transpercer tous les côtés. Et le fait, au fur et à mesure que l'on a des activités, le chinour, des activités de la rabbin ou des activités sociales, qu'il y ait des faits, mais ça calme. Le fait qu'ils travaillent, ça calme. Et donc, ça donne la possibilité, dans les prisons, de retirer la violence. C'est ça le point, le positif. Pardon? Une salle de sport. Ouais, oui, des bibliothèques aussi, bien sûr. Bon, j'ai envie de poser la question du cachot. Ça existe. Ça s'appelle... C'est tellement intéressant que vraiment... Ça s'appelle Afrada. Et à partir de dans lequel il y a aussi le Tsinok. Tsinok, c'est un endroit, c'est petit, quoi. D'accord. Il y a un lit et il n'y a pas plus que ça. Il y a un lit et vous êtes enfermé 23 heures sur 24. D'accord, mais c'est discipliné. On a compris, c'est pas la règle de vie. Il y a, par exemple, dans une prison comme la nôtre, il y a 3 cachots. C'est-à-dire, c'est 3 personnes, 5 personnes maximum qui sont enfermées. Et c'est enfermé, c'est très réglementé. Puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, chaque prisonnier a la possibilité de faire bagatz, c'est-à-dire un recours devant la Cour suprême par rapport à son jugement. Il n'a pas besoin de payer ni d'avoir d'avocat, et il est pris en main. Et donc, très rapidement, dès qu'il y a une erreur, et il y a des cas célèbres, il y a un bonhomme, un violeur, mais en série, il est connu, Benny Sella, d'accord. Il a été capable, il a fait ici, il est en prison en 20 ans, quoi. Et en prison, il continue à faire des horreurs, d'accord. Et il a été capable, à chaque fois, il a été puni, mais ça n'a pas été fait dans les bonnes règles comme il faut. Il s'est retourné devant le Bet Mishpat à Elion, c'est ça dont je parle, le tribunal, et le Bet Mishpat a annulé toutes ces punitions qu'il a pu avoir, parce que ça n'a pas été fait dans les règles. Alors les gens sont fous, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire on met des amendes, on met ainsi de suite. Parce que tout ça, il y a des erreurs. Donc, on est un petit peu enfermé dans un monde où on essaie de donner aux prisonniers des droits, c'est-à-dire la possibilité de se retourner vers la Cour suprême, mais aussi, cette Cour suprême, elle est univoque. Elle n'est que d'un seul côté pour soigner et protéger. Mais je m'arrête là. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Rabbin Saadia Mourali. C'était passionnant. Vraiment passionnant. Hein. Vous avez le courage de continuer? Mais nous, oui. Ah, moi, oui. Vous voulez une pause? C'est comme vous sentez les choses. Comme vous voulez. Non. On continue. Vous pouvez boire un verre d'eau. Ça, je vais prendre un verre d'eau. Voilà. Je vais changer de sujet, avec votre permission. Je vous ai promis qu'il y avait un point commun entre ça, et j'ai trouvé ça, hein, un point commun, c'est qu'en fait, pour répondre à votre question, c'est le point commun entre les prisonniers, les services des prisons et Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est la notion de Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire de faire son bilan et de dire je suis arrivé à telle situation, ce n'est pas une vie, donc je veux me reprendre, je veux me reconstituer. Alors, pour des personnes sensées, et qui arrivent en prison, qui ont la capacité de faire ça, c'est merveilleux. Parce que les gens me disent, jamais je serais allé étudier, ou jamais je n'aurais pu faire ça, si j'étais resté à l'extérieur. Je n'aurais jamais eu la tête à ça. Et maintenant que je suis enfermé, oui, j'ai le temps de réfléchir à ça, oui, j'ai le temps de faire le bilan de ma vie, de savoir où j'en suis. C'est le lien avec la fête de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. D'accord? Voilà, alors on enchaîne avec votre permission.